Bon, bah, merci à ceux qui sont venus. On l'a dit tout à l'heure, pas tout le monde, mais on a les meilleurs. Du coup, aujourd'hui, on va travailler avec le Moulin Digital. Donc, on a déjà travaillé ensemble. Ils sont venus l'année dernière. Certains d'entre vous les avez vus sur la partie Open Data. Ils sont venus plus récemment sur une intervention autour des outils pour rendre les réunions plus interactives. Qui vont refaire, d'ailleurs, on va refaire une passe après l'été pour remettre dans la boucle, ça a bien fonctionné, d'autres personnes qui n'avaient pas pu assister à la première. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de travailler sur un atelier. Alors il y a deux enjeux. Donc, on va travailler autour de la Smart City. Je ne vais pas rentrer énormément dans le détail, hein. Xavier en parlera mieux que moi. Il y a deux enjeux aujourd'hui. Le premier, c'est d'essayer de nouvelles méthodes de travail dans un nouvel environnement. On teste aussi la salle pour ceux qui ont participé à Motivation ou à Cruzel. Hein. Donc, on cherche des endroits un peu différents, des méthodes un peu différentes de travail. Le deuxième enjeu, il est aussi de se dire, la Smart City derrière, il y a du bâtiment, il y a du véhicule, il y a de l'infrastructure, donc ça va venir potentiellement impacter soit les segments, soit les produits, soit les deux, soit les potentiels services que Cruzel pourrait mettre en place demain. Donc l'idée, c'est aussi d'essayer de se dire s'il n'y a pas des choses qui pourraient émerger de nos échanges aujourd'hui et qui pourraient être de bonnes idées à remonter pour Cruzel. Voilà, je vais laisser la main à Xavier. Alors bonjour à tous, donc Xavier du Moulin Digital. En termes de déroulé sur cette matinée, on va vous proposer deux temps. Un premier temps où on va essayer de vous montrer un petit peu quelques visions de la Smart City, qu'est-ce qu'on y met derrière. Et un deuxième temps où vous allez vous-même imaginer en fait des services pour cette ville intelligente, cette ville de demain. Des services qui vont devoir répondre à des problématiques pour vous proposer. Ça va être un petit peu comme ça que ça va fonctionner. On va faire deux groupes en deuxième partie de matinée. Et là, pendant une heure, on va rester ici tous ensemble. Alors, Cédric l'avait précisé, effectivement, au Moulin, on aime bien tout ce qui est interactivité, on aime bien jouer. Donc, ce qu'on va vous proposer pour commencer, c'est faire un petit quiz. Du coup, on va vous distribuer des cartes. Alors là, c'est comme à l'école, on a mis les prénoms. Donc, Benoît, numéro 1. Benoît. Il est pas là. Numéro 2, Christian. Il est pas là. 3, Elodie. 4, Jackie. Il est pas là. 5, Jean-François. Il est là. 6, Chloé. 7, Stanislas. 8, Olga. 9, Miguel. 10, Émilie. 11, Pierre. 12, Michel. 13, Camille. 14, David. Qui n'a pas de carte? Cédric, quoi. Cédric. Et Omer. Et Omer. Ah, je l'ai. Et du coup, c'est Omer. C'est ça. Numéro 16 alors, c'est ça? 16? Ouais, parfait. C'est bon, Donc ce petit jeu, en fait, alors je me présente, je m'appelle Jean-Philippe, je travaille ici au Moulin aussi également. Ce petit jeu va être un petit jeu d'une de nos pratiques qu'on fait régulièrement. C'est un outil qui est plutôt sympathique parce qu'il est physique, il n'est pas numérique, enfin il est numérique pour nous, vous allez voir, mais il est physique parce qu'on a une carte à jouer, et cette carte elle a 4 côtés, comme toute carte. Et en fait, on va vous poser on va présenter des choses et on va vous poser une question à la fin. Vous aurez 4 possibilités. Celle qui vous convient le mieux sera donc 4 côtés avec A, B, C, D. Vous voyez. Donc il y aura 4 possibilités. Vous mettez A, B, C ou D. Celle qui vous paraît le plus convenable, celle qui vous convient, pardon, si c'est le A, vous mettez le A en haut. Si c'est le C, vous mettez le C en haut. La bonne réponse est celle qui correspond à la lettre en haut. Enfin, la bonne, pour vous. Nous, on va scanner. Et on aura en temps réel ce que vous souhaitez. Comme ça, on peut le faire. Alors, je vous présente le jeu rapidement. Ça s'appelle Clickers.
Ce jeu-là, on le fait, vos enfants, si vous avez des enfants, le font généralement. Maintenant en classe, ça se diffuse vraiment beaucoup. Les enfants adorent ça en plus. Puis c'est très interactif, c'est très rapide. On lève, on fait un truc, on scanne. Et on scanne, on peut scanner jusqu'à 63 cartes dans une salle. Et moi je l'ai fait avec des salles, des fois qui sont assez éloignées. On peut scanner très rapidement. C'est ça qui est bluffant d'ailleurs. C'est le scan, on fait tout ça. Et en temps réel, la courbe qui monte. Alors soit on le fait en mode quiz au sens bonne réponse, mauvaise réponse. Soit on le fait en mode vote, comme on va faire ce matin, pour savoir ce qui vous paraît le mieux pour vous. Et pour information, du coup, on a un jeu, on a un set Plickers chez Crouzet, qui a déjà été utilisé par Jean-François. Hier. Voilà. Et par Marie-Jeanne aussi, il y a 10 jours. D'accord. En tant qu'animateur. En tant qu'animateur. Alors, Marie-Jeanne, c'était en interne, et Ok. moi j'étais sur un salon d'un distributeur, je faisais une présentation, et j'avais une quinzaine de personnes, et je leur posais des questions. Oh yes. Avec Efficace, ça marchait? Ouais, ça marchait. Ouais, c'était suite à votre brillante prestation chez Du coup, Jean-François n'a pas été payé. Le panettone. le panettone, il n'a pas été commencé. Elle est bien préparée. Non, c'est très très bien. Il y a des complices en gros. Non, mais tu profiteras du panettone. Allez, c'est des questions évidemment qui vont concerner la ville intelligente. Donc quelques éléments de contexte pour commencer. Est-ce que ça s'affiche? Oui, il sera plus joli. Allez, souvent quand on parle de ville intelligente, on parle de ville demain. Donc première question d'ordre général. À votre avis, quel pourcentage de la population mondiale vivra en ville en 2050? On va lever la carte en fonction de la palette, on paraît le mieux, on va faire bouger. Il est 5, 13. J'ai 13 qu'on a vendu. Donc il manque. Je peux scanner rapidement. C'est pardon. On prend à la main. Non, c'est trop rapide. Je sais pas pourquoi il ne veut pas le vôtre. C'est pas vraiment plus près, il faut mettre celui-là. Non, c'est parce que t'as les doigts dessus. Non, mais je me suis fait avoir, moi. Non, c'est vrai, t'avais les doigts sur la partie noire. Ah, 6. 14 sur 16. Allez. Ah, non. C'est bon, c'est Voilà. De tout le monde. Non, il en manque deux. Sur les étudiants, tu dois le voir sur l'anglais étudiant, tu dois voir qui manque. Pourtant, là, je peux... Ah, mais c'est normal. Vous pouvez continuer à scanner. Les deux absents. J'étais là, oui, ça marche. Pour Benoît et Jackie, ils vont finir dernier. Allez. Donc il y a deux chiffres qui sont... Oui, entre le CLD du coup, et ben la réponse, comme réponse CLD, donc la majorité a trouvé effectivement, plus de 66% de la population vivra en ville en 2050. Donc c'est une étude de l'ONU qui date de 2014, donc c'est des projections évidemment. Sachant que depuis 2014, on est à 50-50. Donc déjà, on voit vraiment une tendance au développement des villes et des très grandes villes, c'est pour ça que je vous ai mis cette carte. Ça, c'est la projection en 2030. Vous voyez en rouge la taille de population de la ville, avec notamment pas mal de très grandes villes en Asie du Sud-Est et en Afrique. Cette étude ne prend pas en compte la pêche. Allez, deuxième question, plus de définition générale. Qu'appelle-t-on Smart City? Donc ville intelligente, ça aussi, j'ai utilisé le français. Donc une ville utilisant les objets connectés, réponse A. Réponse B, une ville écologique. Réponse C, une ville renommée pour ses universités. Réponse D, une ville utilisant le numérique pour son développement économique, social et environnemental. Je ne mets pas les réponses. Je mettrai. Ah oui, c'est parfait. De loin, Ouais, en fait, c'est... il reste des lobbies. Et ça se passe. C'est bon. Donc, donc, réponse D majoritaire, effectivement, c'est une ville qui va utiliser le numérique pour son développement, sa planification, donc l'aspect économique, social et environnemental est traité.
la ville, l'écologie, les écoquartiers font aussi beaucoup partie des projets Smart City, mais c'est pas uniquement ça en fait. Voilà, donc c'est un peu plus global que ça. Et pareil, les objets connectés, c'est une des technologies utilisées pour le développement des villes intelligentes, mais c'est pas une finalité. C'est vraiment un moyen d'atteindre ces fameuses villes intelligentes. Mais j'y reviendrai après sur une petite présentation. Allez, hop. Quelle est la première ville à avoir expérimenté les fermes verticales? Réponse A, Singapour. Réponse B, Valence. Réponse C, Paris. Réponse D, Moscou. Bon. Là. Ouais, Singapour, personne n'a répondu Valence. Dommage, pourtant il y a vraiment des bâtiments qui se prêteraient pour faire des fermes verticales. Ouais. Donc oui, c'est Singapour qui est la première à l'avoir expérimenté et testé, et même plus que testé, puisque c'est fonctionnel. Il y a des bâtiments qui sont utilisés à cette finalité-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont une problématique, ils ont peu d'espace, pas du tout d'espace agricole, ils ont une ville très dense, et ils essayent aussi, en utilisant ces technologies, à la fois de produire local, mais également de garder du végétal dans la ville. En fait, il y a deux objectifs dans leur démarche. Une petite intervention oui. pub Crouzet. Savez-vous qu'on est dans un projet de ferme urbaine à Lyon? Je pose la question à tout le monde. La ferme urbaine lyonnaise qui est à l'état de, pas d'un prototype, mais pas, ça s'est pas vraiment développé encore, mais il y a eu un pilote qui a été fait et nos moteurs font tourner. Alors c'est pas une ferme verticale. C'est des conteneurs, non? Non, en fait, c'est de la culture sans terre en fait, qui est faite sur ils mettent les petites plantes, etc., sur des convoyeurs qui bougent et qui se récupèrent tout ce dont elles ont besoin pour... Ça s'appelle la ferme urbaine lyonnaise. C'est ça. Ouais, c'est avec FUL, D'accord. Mais ils arrivent. Mais comme vous dites, ils ne sont pas encore passés à la phase de production, c'est-à-dire que... Bon, enfin, je ne sais pas exactement comment ça s'est développé, enfin, j'ai entendu parler que de ce projet-là, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que ça a été déployé ailleurs J'ai pas regardé, mais ça pourrait être intéressant. On fait penser à ça. Voilà. Il y en a des moteurs dedans. D'accord. Témoigner. Lié au support technique. Allez, question plus technologique, vu qu'effectivement Smart City, il y a l'aspect technologique. Les objets connectés, on en parle souvent. La question est la suivante. Donc, combien y aura-t-il d'objets connectés dans le monde en 2020? Des objets. Ouais, objets connectés. Réponse A, 1 million. B, 1 milliard. C, 20 millions. D, 20 milliards. J'ai l'audit, hein. C'est bon. Ah non, regarde. C'est bon, c'est bon. Bravo. Souvent, celle-ci, il y a plein de... Oui, effectivement, c'est 20 milliards et la source, c'est une étude. Gartner France, c'est une étude Gartner. Donc bon, après, c'est une projection. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a quand même une explosion du nombre d'objets connectés, à la fois dans le grand public, chez chacun d'entre nous, mais aussi dans l'industrie. Donc c'est vraiment une tendance de fond sur laquelle les villes intelligentes, les villes de demain vont aussi s'appuyer. Allez, une autre, quand on parle de ville intelligente, on parle souvent de données. D'après vous, qu'est-ce que l'open data? L'open data, donc c'est la mise à disposition de données publiques aux géants du web. C'est la mise à disposition de données publiques pour l'étude et leur réutilisation. C'est la collecte massive de données par des collectivités locales. C'est la collecte de données sur les habitudes des habitants. D'après vous, qu'est-ce que l'open data? C'est bon. Non, Pierre. C'est bon. C'est plus simple. C'est parti. Ouais, mais c'est bien la réponse B, effectivement. La mise à disposition de données publiques pour l'étude et la réutilisation font partie, effectivement, intégrante de ce qu'est l'open data. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de l'innovation ouverte. C'est que des collectivités publiques se disent, on a des données, aujourd'hui on a du mal à les partager même avec nos services.
si on les ouvre à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des acteurs, bah, peut-être que ça va permettre le développement de nouveaux services et d'optimiser certains process. Tout simplement, donc c'est ça. Ce qui aboutit parfois à des hackathons, peut-être le dire, des hackathons qui sont réalisés par territoire et qui permettent de faire sortir et de faire émerger des projets sur la base d'un jeu de données qui est proposé par la collectivité ou les collectivités du territoire. La réponse D, donc j'avais mis aussi parce que c'est souvent un des reproches qui est fait à la ville intelligente. L'espionnage un petit peu des citoyens. Il y a certaines villes qui mettent en place des systèmes de reconnaissance de visage par caméra, de vidéosurveillance, etc. où ça fait partie un petit peu des craintes sur le développement des villes intelligentes. Ouais. En Asie notamment. Ouais. En Chine, c'est mis en place. Hein. Ouais. La police chinoise elle est capable de la reconnaissance faciale. Ouais. Mais du coup, c'est possible de faire, mais c'est pas l'open data, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Ouais, mais ça marche quoi. Ah oui, technologiquement, je pense que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ouais, démocratiquement, je sais pas. Pour l'instant, ça tient, mais. Ils ont mis un... En rue, dans la rue. Ils savent reconnaître un visage et dire celui-là c'est un délinquant, c'est pas un délinquant. Et donc là, ils ont mis en place un indicateur de citoyenneté. Michel, tu peux plus aller en Chine alors. Voilà. Ouais, un indicateur de comportement où en fait t'as un nombre de points si tu veux, et du coup si tu fais des bêtises, tu perds des points et du coup t'as plus accès à certains services publics. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Black Mirror, il y a un épisode de la série, voilà, et ça existe en vrai. La Chine. Ouais, d'ailleurs ils ont déjà emprisonné des gens suite à ça, suite à la reconnaissance. La police est équipée. Ils vont installer 300 millions de caméras dans les années qui viennent. Est-ce que ça diminue? Vous imaginez pas des services comme ça pour Valence tout à l'heure. Oui, parce que maintenant on a soit l'empreinte digitale pour les passeports en passage automatisé au contrôle de frontières, soit la reconnaissance faciale. Ouais. Maintenant ça existe aussi, ouais. On a déjà le scan à... Dernière question pour conclure ce quiz. Alors, quelle est la différence entre numérique et digital? Quelle est la différence entre numérique et digital? Premier, c'est un terme français. Le deuxième est un terme anglais. Premier, c'est relatif aux chiffres. Deuxième, c'est relatif aux doigts. 1, c'est lié à la technologie. 2, c'est lié aux usages. Dernier, réponse D, c'est un terme d'ingénieur ou un terme de communicant. D'après vous. C'est pas des questions pièges. Piège. Il y a plusieurs réponses. Plusieurs que des questions. Allez. La bonne nouvelle, c'est que vous avez tous juste en fait. Bravo. Les 4 réponses peuvent être considérées comme justes. Alors, les 2 premières réponses, c'est l'Académie française qui les donne. Donc, si c'est l'Académie française, j'ai considéré comme juste. Donc, effectivement, pour eux, numérique, c'était un français digital et on n'a pas employé digital dans un contexte français, puisque digital, ça fait référence au doigt et numérique, c'est tout ce qui est technologie numérique. Mais bon, en pratique, on se rend compte que souvent, numérique, c'est plus le terme des gens qui l'utilisent, qui sont offreurs de services en technologie, et digital, plus de ceux qui sont en lien avec l'utilisateur, l'expérience client, la communication. Et je crois que c'est une agence de communication qui a popularisé le terme digital. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le terme d'ingénieur et communicant. Tout peut être considéré comme juste, selon si vous êtes très rigoureux sur le français, c'est A et B, sinon c'est C et D. Et moi, je m'aperçois qu'en entreprise, il y a quand même une perception un peu différente entre le numérique et le digital. Parce que le numérique, on a l'impression de quelque chose de peut-être unique, on ne voit pas forcément. Je parle notamment des petites entreprises du territoire, où elles ont ça fait un peu peur en fait. Alors que le digital, ça fait plus humain. Tout dépend de ce que c'est déjà. Et du coup, il y a un côté plus accessible, un côté plus facile, un côté plus intégré dans la démarche. Alors, je me permets du coup, c'est un peu mon rôle, mais par rapport à Crouzet et sur la Digital Company, la définition qu'on met derrière aujourd'hui chez Crouzet, c'est la définition C. Aujourd'hui, la différence qu'on fait, et c'est pour ça que dans l'organisation Crouzet, mais qui vaut ce qu'elle vaut chez Crouzet, parce que d'autres entreprises n'ont pas fait le même choix, on a fait une séparation entre les services informatiques et le service digital. Donc, la partie digitale est moins liée à la techno et aux outils et plus liée aux usages et aux manières de faire. Bon, on va faire du quiz. J'espère que
Pas les résultats. Les résultats... Putain, on les a pas. Je n'ai pas de pickers. On va vous le donner. Il n'y aura pas de notes aujourd'hui, rassurez-vous. Allez, pour parler Smart City, je vous propose du coup 20 minutes. Je vous fais un petit zoom sur ce qu'est une ville intelligente et je vais surtout, sans m'étaler, mais faire un peu un aperçu des 3 visions de la ville intelligente. Peut-être que pour que ça vous inspire aussi pour la suite, pour les ateliers de créativité. Donc la ville intelligente, si on peut la définir en fait, c'est déjà un concept historique qui a été porté par une entreprise. Donc c'est pas anodin finalement, parce que le terme ville intelligente, on parlait d'informatisation des villes, mais le terme ville intelligente il est porté par un géant qui s'appelle IBM, qui à partir de 2004-2005 lance un plan pour aller, un plan marketing, pour aller toucher les villes, qui a réussi à mixer en fait l'apport des technologies avec le développement durable. C'est un petit peu ça l'historique du terme derrière. Donc c'est pas un terme neutre, c'est vraiment un terme popularisé dans les années 2000 par une grande entreprise du numérique essentiellement, mais suivi ensuite par d'autres comme Cisco, qui a beaucoup communiqué là-dessus, avec une idée maître: le numérique soutient le développement urbain, économique, social, environnemental. Cette idée-là, par contre, elle existait bien avant, dès les années 80, sur l'informatisation des villes. C'est le terme marketing ville intelligente qui est popularisé dans les années 2000. Il y avait déjà beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur ces questions d'informatique, de technologie dans la ville. Donc, souvent la ville intelligente, de prime abord, de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une stratégie de marketing territorial. C'est de dire, mon territoire, il est attractif, il est technologique, il est différenciant, et je suis en concurrence aussi avec d'autres villes, et je vais essayer d'attirer un maximum d'investisseurs dans ma ville. Il y a beaucoup cette notion derrière de la ville intelligente aujourd'hui. Donc il y a pour ça qu'on voit beaucoup d'expérimentation. Vous avez peut-être déjà entendu parler du boulevard connecté à Nice. Il y a eu énormément de communication. Il y a des choses qui se font sur Lyon, Paris, puis dans toutes les grandes villes du monde. Mais c'est aussi dans une compétition entre les villes de savoir laquelle sera la plus innovante, la plus technologique et qui attirera le plus d'investisseurs. Donc il y a vraiment cette notion-là. Mais pas que. La ville intelligente, en fait, il y a une promesse derrière. On nous promet une meilleure qualité de vie. Ça, tout le monde peut être d'accord. On nous promet une ville efficace, hyper connectée. J'ai essayé de reprendre un peu les mots, à chaque fois: innovante, durable, facile à vivre et sécurisée. Donc la partie sécurité est ici assez importante. On nous propose aussi une gouvernance partagée, c'est-à-dire que c'est plus la ville qui, à l'ancienne, décide, planifie longtemps, 20 ans en avance, et délègue ensuite à du privé. C'est quelque chose qui est plus hybride. Vous allez avoir des acteurs privés, publics, des startups et même des citoyens, des habitants qui peuvent s'impliquer aussi dans le développement de services dans la ville de demain. Et enfin, évidemment, tout ça est soutenu en fait par le développement des technologies, qui est un petit peu le leitmotiv de cette informatisation des villes ou de cette ville intelligente. Donc ces technologies, il y en a plein, mais souvent c'est les objets connectés et les réseaux de télécommunications qui arrivent en premier. On parle beaucoup de big data, selon les modes, les époques, d'algorithmes, de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. etc. S'il y a un point important, c'est que la ville, quand on parlait de données d'open data tout à l'heure, mais il y a aussi le big data, la ville produit énormément de données. Donc c'est quelque chose qui produit énormément de données, qui aujourd'hui sont pas forcément réutilisées, elles sont utilisées juste à une finalité, elles sont peu croisées, peu mixées. Et c'est un des enjeux finalement de réutiliser l'information disponible, pas forcément d'en produire beaucoup plus, mais d'en réutiliser celle disponible pour mieux comprendre la ville et mieux l'organiser. Et mieux faire fonctionner ses services, tout simplement. Donc c'est vraiment de l'optimisation. Donc la promesse de cette donnée, c'est une meilleure gestion des ressources. On verra qu'il y a un lien très fort entre la ville intelligente et le développement durable. Un fonctionnement optimisé de la ville, donc économiquement plus pérenne. Des nouveaux services pour les usagers, c'est la partie innovation qui est très, très importante. Et à chaque fois des solutions qui ne sont pas forcément globales, mais qui peuvent être locales, donc qui peuvent être adaptées aux besoins des territoires. Même s'il existe quand même certaines solutions globales qui sont portées par des géants du web, je vous en illustrerai une ou deux tout à l'heure.
La réalité aujourd'hui, c'est surtout de nombreux services sur mobile, donc beaucoup d'applications derrière. Pas ou peu d'infrastructures connectées. Il y a beaucoup d'expérimentations, mais il y en a peu qui sont vraiment opérationnelles à l'échelle d'une ville. Je vous ai parlé tout à l'heure du boulevard connecté à Nice. Tous les boulevards ne sont pas connectés. Il y en a un qui est connecté, ils testent là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un domaine assez nouveau, il n'y a pas forcément de standard, les réglementations ne sont pas forcément prêtes, etc. On le voit notamment avec le développement des voitures autonomes, qui pourraient potentiellement pas mal changer de choses dans les villes. C'est quoi un boulevard connecté Alors, boulevard connecté à Nice, c'est pour trouver une place. Vous arrivez sur le boulevard, alors j'ai pas testé, hein, j'ai juste vu les plaquettes commerciales. C'est un boulevard, vous allez pouvoir être informé d'une place de parking disponible, voilà, directement depuis votre smartphone. Donc il y a des capteurs sur chacun des places. Et vous déjà fait à Paris. Pardon? Ah mais ça existe hein. À Paris, il y a des quartiers. Ça marche. Ah oui, ça marche. Oui, j'ai pas dit que ça marchait pas. Mais c'est juste à l'échelle d'un boulevard. C'est-à-dire que vous n'avez pas une ville qui est équipée de l'ensemble de cette technologie. Déjà, ça serait très onéreux. Il n'y a pas forcément de standard et il y aurait la question de l'obsolescence. Imaginez votre boulevard connecté. Peut-être que dans 5 ans, mettre des capteurs sur les places de parking, ça n'aura plus trop de sens avec des applications smartphone qui sont capables de vous géolocaliser. Donc du coup, pour l'instant, c'est vraiment des expérimentations. Alors Paris, je ne savais pas, mais à Nice, c'est ça. D'accord. J'ai vu quelque chose sur Paris, mais il y a déjà pas mal de temps, quoi. Je sais pas. Possible. Bah, déjà, le parking des RTGV, ça nous dit s'il y a des places de libre ou pas, quoi. Alors là, c'est un boulevard, là. C'est pas un... Ah oui, ça dit Wallet, bien sûr. Ouais. Je suis d'accord. Là, ça te dit Wallet. Là aussi, c'est dans le parking. C'est pas fermé, le boulevard connecté, c'est un boulevard qui est ouvert. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Il y a bonne chance. Allez, ensuite, 3 visions de la ville intelligente, donc qui sont poussées par des groupes de recherche, des entreprises, des universitaires. Il y a 3 grosses visions de la ville intelligente. La première vision, ça va être la ville optimisée, supervisée, pilotée. C'est la vision un peu la plus historique de la ville intelligente, celle qui est née dès les années 70, qui a été portée par des grandes villes, très grandes villes, pas forcément en collaboration, comme je disais, avec des entreprises ou des startups. C'est des grandes villes qui passent des marchés, les grandes entreprises répondent et ils mettent en place des technologies là-dessus. Donc les secteurs les plus impactés, c'est l'infrastructure, les transports, l'énergie et la mobilité, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses autour de la mobilité. Donc cette gestion centralisée, alors j'ai mis une image de jeu vidéo, c'est un peu la SimCity quoi, pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu. Je planifie ma ville, je regarde d'en haut ce qui se passe et voilà, j'observe de haut, c'est vraiment une vision top-down, un petit peu à l'ancienne. Là-dessus, il y a beaucoup de technologies qui sont déployées. Il y a des villes qui sont illustrées là-dessus, notamment Rio, sur l'ancienne, qui a accueilli la dernière Coupe du Monde de football, qui avait mis en place tout un centre de contrôle urbain du trafic. Ils avaient mis des capteurs partout, des caméras partout, et il y avait des gens qui travaillaient dans ce centre urbain, je crois que j'ai mis une photo, pour suivre un petit peu tout ce qui se passait. Au niveau sécurité, il y avait des systèmes de pilotage automatique et de régulation du trafic. Voilà à quoi ça ressemble un centre de contrôle de trafic urbain. Donc finalement, c'est pas très très moderne hein, comme truc. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière des écrans. Et il y avait un système de gestion dynamique du trafic et des flux qui permettait effectivement de couper certaines routes et de réorienter le trafic vers d'autres. Bon. Beaucoup la question de la sécurité, puisque c'était en même temps que la Coupe du Monde de football, donc ils avaient mis en avant ça de manière assez importante. Plus récemment, sur cette vision un peu historique de la Smart City, vous avez des géants du web qui s'y intéressent, notamment Google, qui propose une solution à des villes, qui vient de leur vendre une plateforme en leur disant notre objectif c'est d'avoir 30% d'embouteillage en moins dans votre ville. Pour ça, on a plusieurs moyens de le faire. On va fournir, déjà réduire le trafic de personnes qui cherchent des places grâce à notre application Google Maps. On va avoir des capteurs qui vont prévenir quand il y a des places de parking libres. Et on propose de l'itinéraire multimodal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir combiner transport en commun, voiture, vélo, etc. directement dans votre ville. Donc ça, c'est ce qu'ils proposent. Après, je n'ai pas vérifié hein, si ça fonctionnait vraiment. Donc il y a ces outils qui sont un petit peu toujours de l'optimisation de la supervision, sauf que là, ils sont poussés par une entreprise privée qui va vraiment adresser une ville. Mais on est toujours dans cette idée de la version un peu 1 de la Smart City, optimiser le fonctionnement de la ville actuelle et piloter un petit peu d'en haut en tant que gestionnaire de la ville. Donc ça, ils l'ont mis dans plusieurs villes américaines. C'est pas disponible en France parce que ça implique que la ville mette à disposition l'ensemble de ses données Google. Donc c'est pas forcément la tendance
la tendance européenne, on va dire. Troisième point, sur cette version un petit peu optimisée, ça ne concerne pas que les villes, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple, qui est d'actualité. Parce que finalement, la ville intelligente, c'est aussi tous les gestionnaires d'infrastructures à l'intérieur de la ville. Là, je vous ai montré les projets qui sont portés par des villes, mais vous pouvez avoir aussi du pilotage qui sont portés par des gestionnaires de réseau qui travaillent dans la ville. Donc c'est le cas chez nous de ce fameux opérateur. Donc voilà, vous connaissez ce compteur, j'imagine. Finalement, il est pensé essentiellement pour permettre aux gestionnaires du réseau de faire de la télérelève, de ne plus avoir à se déplacer. Donc il y a cette installation de Spark de nouveaux compteurs et pouvoir entretenir, optimiser le fonctionnement du réseau. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour le gestionnaire du réseau et pas, c'est peut-être là où ils ont un problème, et pas nécessairement pour l'utilisateur. Donc on est toujours sur cette vision 1 de la Smart City, c'est le gestionnaire, le décideur, le gouvernement local qui d'en haut décide de mettre en place un système pour avoir un pilotage optimisé. Mais là on voit bien que dans ce cas-là, finalement l'utilisateur, le citoyen, l'habitant, il est peu impliqué ou il ne trouve pas son intérêt dans ce projet-là, ce qui explique à mon avis en grande partie les difficultés dans le déploiement de ce projet-là. Voilà la ville version optimisée, ouais. Deuxième vision de la ville intelligente, la ville comme une application. Donc ça, c'est né un petit peu avec l'arrivée des smartphones. Il y a une application pour faire tout ce qu'on veut. Il y a des services qui peuvent être accessibles directement sur mobile. Donc l'idée, c'est des villes qui mettent en place, qui utilisent leur flux d'informations en temps réel pour les mettre à disposition des habitants, pour leur faciliter la vie au quotidien. Donc les exemples les plus marquants, vous avez ces applications de transport qu'on utilise voilà, quand on est en ville, l'application du bus, du métro, des choses comme ça. Vous avez également des applications qui sont portées par des sociétés. Vous avez des applications GPS comme Waze pour ceux qui l'utilisent, qui finalement n'est pas portée par une ville, il est porté par un opérateur privé et qui est quand même une solution dédiée à la ville de demain, puisqu'il permet à tout un chacun d'optimiser le trajet et d'éviter les bouchons, tout simplement. Donc ce type de service, il est surtout pensé là pour l'usager pour le coup. C'est l'inverse du compteur que je vous ai montré avant. Il est pensé avant tout pour l'usager, et aujourd'hui les villes commencent à utiliser ce type de service dans le cadre de partenariats, puisque Waze fait des partenariats avec des villes pour leur permettre de mieux planifier leur réseau routier. Mais on se rend compte que par contre, quand l'application seule fonctionne sans forcément de partenariat avec les villes, ce qui est le cas aujourd'hui, ça crée des impacts qui peuvent être assez négatifs. Le premier, c'est qu'il y a certains plans de circulation, notamment dans des villes américaines, qui sont quasiment obsolètes, parce que tout le monde passe dans des quartiers résidentiels pour gagner du temps sur les bouchons. Donc du coup, ça rend obsolète des plans de circulation qui ont été prévus justement pour éviter les nuisances liées au bruit, la pollution, etc. Donc ça peut avoir des impacts sur le fonctionnement de la ville. Une simple application comme ça, quand elle est utilisée de manière massive, elle peut avoir des impacts sur le fonctionnement de la ville et générer des nuisances, tout simplement. Donc ça, c'est le cas de Waze. Une question, par exemple, c'est vrai que dans ces applis, elles nous disent, voilà, il y a un bouchon à tel endroit, tel endroit, tel endroit dans la ville. Ouais. Si on collecte ces infos sur une certaine donnée, sur une certaine durée, on peut après en tirer, voir les zones de bouchons aux heures et proposer... c'est ce qu'ils font avec les villes. C'est ce qu'ils font avec les villes, ouais. Donc commence parce que ça oui, mais c'est un compte d'expérience. Ça peut être intéressant, ouais. Mais quand il n'y a pas de partenariat, par contre, ça peut générer plus de nuisances qu'autre chose. La ville, elle n'accède pas à cette donnée. Oui. Et, voilà. Les nuisances, on les a au départ, si on gère, et après, au bout d'un certain temps, on peut corriger. Si on travaille avec eux. On travaille comme ça. Si on travaille avec eux. Mais finalement, ce qui change la donne, c'est que c'est l'application qui s'imposera plus ou moins à la collectivité, alors qu'habituellement, la collectivité passe un marché et elle prend la meilleure offre. Voilà. Là, ça renverse un peu la table, quoi. C'est un peu différent. Allez, d'autres applications de déclaration d'incident, donc là, qui sont souvent portées par des collectivités, qui vous permettent de dire, eh ben là, il y a un trou au milieu de la route, il y a un lampadaire qui ne marche plus, etc., etc. Donc ça, il y a beaucoup de villes qui l'ont sorti, c'est souvent porté par des villes, et le but pour eux, c'est de mieux gérer le flux des appels entrants et d'éviter que le même problème soit déclaré 25 fois. Donc c'est ça l'intérêt de ce type d'application qui rentrent dans la catégorie la ville comme une app. Alors j'essaie de vous mettre quelques exemples, mais il y en a plein d'autres.
Dernière vision, ah non, il y avait encore cet exemple, oui, j'en ai peut-être déjà parlé sur la partie Open Data. Vous avez des applications qui sont portées, elles, par des collectifs de citoyens. C'est le cas de l'application GeoVélo qui vous permet de calculer votre itinéraire de vélo. Donc vous pouvez essayer, c'est disponible n'importe où. C'est le Google Maps du vélo en fait. Sauf que derrière, les données produites dans cette application sont créées par des citoyens qui sont un peu des passionnés de vélo, qui vont rentrer les itinéraires cyclables dans l'application GeoVélo. Ils le font via un projet qui s'appelle OpenStreetMap. Ils rentrent des données dans OpenStreetMap et la startup GeoVélo réutilise les données OpenStreetMap pour créer une application dédiée au vélo. Ça marche très bien. On l'a utilisé au challenge de la mobilité la semaine dernière, ça marche très très bien pour trouver des itinéraires adaptés à la pratique cyclable, on va dire. C'est quoi la différence avec, par exemple, Google Maps et itinéraire en vélo? L'itinéraire en vélo sur Google Maps, en fait, il n'est pas très qualifié, quoi. Il vous fait passer par des routes secondaires. Lui, par exemple, il connaît toutes les voies vertes. Donc vous faites itinéraire touristique, il vous fait passer que par des voies vertes, quasiment. Okay. Meilleur compromis, donc il connaît, il vous donne le pourcentage de pistes cyclables que vous allez avoir. Oui. Donc il est beaucoup plus qualifié que Google, qui va finalement, Google, grosso modo, il ne faut pas passer sur l'autoroute, mais à part ça, on va rapidement. On l'a testé la semaine dernière, par exemple, pour aller d'ici au Québec. Et on avait le choix entre Google Maps qui nous fait passer par des grands itinéraires plutôt sur les tout ça. On a pris GeoVélo, on a pris l'itinéraire plutôt de mode. Meilleur compromis, il me semble. Exactement, et on est passé par des grands, mais on a découvert et c'était super bon. C'est plus ouvert. C'est ouvert parce que c'est basé sur une OpenStreetMap qui est une carte fabriquée par des internautes. Mais par contre, c'est une société qui est derrière qui l'exploite, qui s'appelle GeoVélo, qui à la base avait lancé son service sur plusieurs villes et qui aujourd'hui a regroupé tout dans une application. Ce qui était une bonne idée de leur part. Et Google Maps, il n'y a pas de itinéraire en vélo en Slovénie. Par contre, voilà. Et ben, après, normalement, vu que OpenStreetMap c'est une couverture mondiale, ils doivent l'avoir. Ils doivent, GeoVélo doit fonctionner en Slovénie. Et vive de fois, en fait. Parce qu'une app gratuite que j'utilise, je paie rien, il n'y a pas de pub. Et ben en fait, ils ont proposé aux villes de vérifier les données cyclables sur la ville et ils l'ont vendu à des villes. C'est les villes qui l'ont financé. Ils ont dit, nous on vous propose, il y a les données dans OpenStreetMap, on va les vérifier sur le terrain et on va vous vendre une application dédiée à votre ville. C'est comme ça qu'ils ont développé leur business au début. Et je crois qu'aujourd'hui, ils promeuvent aussi des itinéraires cyclotourisme. Donc je pense en lien avec le tourisme. Est-ce qu'il existe la même chose pour les coureurs ou... À ma connaissance, il y a des applications, ouais, mais peut-être pas d'itinéraire, non, je ne connais pas. Ouais. Donc il n'y a pas d'équipement dédié aux coureurs pour avoir des routes, mais peut-être sur des chemins, des partages d'itinéraires, ça doit exister. Ouais, il y a des applis là-dessus. Il y a des applis, ouais. Mais c'est plus du partage d'internaute à internaute. Oui, c'est itinéraire. Voilà, c'est un échange de dire voilà, tel circuit, j'ai fait ci, je suis triste, tel temps. Ah oui, mais il y a des niches. Il y a des niches. Allez, dernière vision de la ville intelligente, la ville plateforme. Donc la ville optimisée, la ville comme une app, la ville plateforme. Donc ça, c'est la version un peu plus contemporaine de la ville intelligente, celle qu'on voit apparaître de plus en plus. C'est une ville où des plateformes numériques vont organiser un petit peu, mettre en relation des offreurs de services et des utilisateurs de services. Donc ça, vous avez souvent entendu parler, c'est les fameux acteurs qui arrivent, qui appliquent des modèles économiques du web à la ville. Donc le plus connu c'est Uber et le deuxième c'est Airbnb. Finalement, ces deux applications-là qui traitent l'une du transport, l'autre de l'hébergement, ont un impact direct sur le fonctionnement des villes. Puisque ils organisent quelque part pas mal de transports, ils organisent pas mal d'hébergements. Donc ces applications-là, elles arrivent, elles ne sont pas pilotées par la ville, elles arrivent un peu d'extérieur, souvent c'est des gens d'internet qui arrivent et qui poussent ça, et elles ont un impact direct sur la ville. Donc on voit que les réglementations bougent beaucoup aujourd'hui, notamment sur Airbnb ou même sur Uber, pour dire attention, si tout devient l'hébergement touristique, et ben notre ville, c'est pas comme ça qu'on avait prévu ce quartier, quoi. On avait prévu qu'il y a un quartier aussi où il y a du résidentiel. Notre plan d'urbanisme ne prévoyait pas 60% d'hébergement touristique dans ce quartier. Donc une simple application comme ça, qui finalement est très bien, en plus fonctionne très très bien, peut avoir un impact sur la ville qui aujourd'hui essaye de reprendre la main via de la réglementation. Donc on voit que c'est un peu ça la vision de la ville plateforme, puisqu'on est passé d'un modèle où une ville
optimisait son fonctionnement avec des délégations, enfin décidait, planifiait avec des délégations de services publics et des partenaires privés, à une ville où des plateformes numériques, des startups, arrivent et proposent des innovations de rupture, des plateformes numériques pour organiser différents échanges à l'intérieur de la ville. Et j'avais vu, je ne l'ai pas marqué dans cette présentation, mais une interview du PDG Uber France, qui avait déclaré notre objectif n'est pas du tout d'être une société de transport, c'est d'être une plateforme de mise en relation entre offreurs de services urbains et utilisateurs, dans tous les domaines qui existent. Donc il se positionne vraiment comme une plateforme. Donc ça c'est finalement la troisième vision de la ville intelligente, la ville plateforme. Un petit peu sur... Un des gros problèmes des villes vis-à-vis d'Airbnb, c'est la collecte de la taxe. Hein. Possible. Parce Ils le font maintenant. Oui, mais je pense que c'est vrai qu'il y a l'appauvrissement de certains quartiers, mais aussi il y a le fait que la ville avait des pertes de revenus de taxes et au bout d'un moment, à partir du moment où vous avez des budgets qui sont prévus, ça pose des gros problèmes. Et puis là, on a tort raison. C'est l'offre sur les grosses villes, c'est l'offre de logement surtout. Encore plus que les taxes, c'est qu'à Bordeaux, les étudiants ne pouvaient plus se loger parce que toutes les petites surfaces étaient réservées sur du Airbnb, des choses comme ça. Donc ça montre qu'une plateforme numérique peut aller à l'encontre de l'objectif d'une politique publique. Et c'est ça en fait la nouveauté. Et du coup, c'est un peu les trois âges de la ville intelligente. Alors forcément, il n'y a pas un qui va prendre le pas sur l'autre. Ça va être une hybridation des trois. Mais c'était un petit peu pour montrer les trois tendances de cette ville intelligente. Puis il y a une notion de temps. Parce qu'une politique publique, c'est sur du moyen long terme. Et là, vous êtes sur le temps réel. Sur le temps réel. Exactement. Il faut synchroniser tout ça. Ouais. Vous êtes sur le temps réel. Alors, je vous ai juste donné une petite typologie des villes intelligentes telles qu'elles existent aujourd'hui, puisqu'il y en a quand même une qui se démarrait. Donc, il y a une première catégorie de villes. Vous avez des pays qui ont décidé de créer des villes intelligentes ex nihilo, qui les ont posées comme ça au milieu du désert. Ils ont dit, ça sera la ville intelligente, la ville de demain, et on va mettre tant de milliards sur cette ville. Donc je vous laisserai je n'ai pas le temps de passer la vidéo, mais je vous laisserai la regarder. Donc King Abdullah Economic City en Arabie Saoudite, donc ils sont partis de rien et ils ont créé une ville, dans le désert, avec des parcs, etc. Donc il y a vraiment, dans cette ville-là... il faut de l'argent, Il n'y a pas beaucoup d'habitants par contre. Parce qu'ils ont construit la ville avant qu'il y ait d'habitants, alors qu'une ville finalement c'est un processus complexe qui se construit avec ses habitants. Comme le Caire. Peut-être. La nouvelle ville du Caire qu'ils sont en train de faire à 30 km. Voilà, souvent c'est à proximité d'une très grande ville. Et alors derrière il y a la communication, on fait la ville intelligente, mais c'est souvent des quartiers d'affaires. Mais avec de l'habitat quand même dedans. Je vous laisserai aller voir la vidéo, c'est un trailer hollywoodien, la vidéo de cette ville. Je vous ai mis, il faudra juste cliquer sur le lien YouTube. Il y en a d'autres, il y en a une en Corée du Sud qui s'appelle Songdo, qui est peut-être la plus évoluée parce qu'il y a quand même quelques habitants, mais je crois qu'elle a une capacité de 60 000 personnes et il y en a 35 000. Donc voilà. Et dans cette ville, vous pouvez avoir des consultations directement sur une tablette dans votre cuisine avec un médecin, le tout HD, enfin tout est pensé autour des écrans et de la dématérialisation des échanges. Ça reste des villes expérimentées. Il y en a une en Chine aussi. Entre Chine et Singapour, qui est une ville où là il y a beaucoup de caméras. Je crois que c'est là qu'ils ont testé le fameux système de reconnaissance. Donc voilà, des populations. Ensuite, vous avez les villes développées qu'on connaît, qui sont celles de chez nous finalement, qui vont tenter de développer de nouveaux services et mettre en place des collaborations avec des grands groupes et des startups. Un peu le cas, j'ai mis l'exemple de Lyon parce qu'ils avaient tout un programme sur les intelligentes, mais il y a Paris, il y a Nice, il y en a plein. Donc ça c'est la ville intelligente qu'on connaît le plus, et la dernière finalement qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est les villes du Sud, mais vous avez vu la première carte que je vous ai montrée, c'est celles qui sont le plus gros développement en termes de population. C'est des villes qui ont peu d'infrastructures et qui vont se développer forcément rapidement parce qu'il y a un accroissement de la population et qui se développe énormément sur le mobile. Vous avez des villes comme Lagos, où il n'y avait pas d'infrastructure téléphonique, donc tous les services sont sur mobile, il y a déjà des services de paiement sur mobile qui fonctionnent. C'est pas le seul endroit dans le monde, ça fonctionne très bien en Chine également, mais c'est une tendance où ils vont adapter l'usage des technologies à leur passé et la typologie des villes. C'est pour ça qu'il n'y a pas une ville intelligente, mais il y en a plusieurs. Donc
Finalement, les territoires intelligents, l'enjeu, ça va être la métropolisation. La ville, c'est limite pas à la gestion des flux de données, mais c'est un écosystème complexe. Et qu'aujourd'hui, on est sur des expérimentations, mais il y a peu d'industrialisation, de choses qui sont vraiment opérationnelles à grande échelle. C'est un petit peu la conclusion là-dessus. Et la question que je vais vous poser, c'est demain. Et demain, qu'est-ce qu'on fait dans cette ville intelligente? Qu'est-ce qu'on imagine? Et c'est là qu'on... c'est à vous de jouer en fait. Ça va être à vous de jouer là-dessus pour imaginer un peu cette ville de demain. Donc on va le faire... Encore avec Pickers? Ouais, on va le faire avec un petit Pickers. On a peut-être pas fait... Peut-être juste avant de faire le Pickers, pour vous demander les sujets, on va vous proposer quelques sujets, mais on n'a pas fait un petit tour de table. Donc par rapport à ce qu'on voulait vous proposer, c'est que vous nous donniez votre prénom et que vous nous donniez un petit peu 3 mots-clés par rapport à la thématique du jour, ce que ça vous évoque. Entre 1 et 3 mots-clés sur la thématique du jour, voilà. De ce que la ville intelligente vous évoque. Tout simplement, et on va vous demander de marquer sur un post-it. Votre prénom et 3 mots. Votre prénom et 3... Alors votre prénom, vous nous le dites, et il faut marquer 3 mots-clés sur des post-it. Allez, faut-il lire tout? Non, pas de Micas aujourd'hui. Je sais pas s'il marche tout ça. Donc qu'est-ce que la ville intelligente vous évoque, ou un intérêt personnel, professionnel par rapport à cette ville intelligente? Qu'est-ce que ça... Je propose du coup que chacun se lève, se présente et nous le dise et poser ces mots-clés sur ce tableau. Bon pour tout le monde? Allez, mais qui souhaite commencer et venir juste dire son prénom. Allez. On est connecté. Je vais classer connecté. Ensuite, j'ai optimisé, simplifié ensemble. Et j'ai mis mix perso pro. Alors, connecté, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. Optimisé aussi, on vient d'en parler. Mix perso pro parce que aujourd'hui on mélange les deux, et du coup je voudrais une ville dans laquelle je peux commander ma livraison pour mon repas du midi, en même temps que me faire livrer des affaires perso, en même temps qu'organiser mon transport pour une réunion pro qui est à l'extérieur. Voilà, un truc qui soit simple et qui soit fusionné. Ok, merci. Automatisme. Pierre. Automatisme, parce que finalement c'est bien de ça qu'il s'agit, et nous on fait de l'automatisme, donc on appelle une carte à fluidité, parce que finalement aussi tous ces processus qui sont mis en place dans la ville intelligente, c'est pour augmenter, ajouter de la fluidité aux interactions et ce qui se passe dans la ville, quoi. Et puis c'est exponentiel, parce que je pense que tout ça, ça participe un peu d'une explosion technologique qui reste aujourd'hui exponentielle dans beaucoup de domaines.
Ok, merci. Merci. David, donc moi Smart City ça me fait référence à l'instantané, à quelque chose de direct, il n'y a pas de frontières, c'est connecté, sans faille, parce que si c'est connecté et que ça s'applique à la ville, il faut qu'il y ait zéro faille dans la mesure où c'est massif, donc alors qu'il y a une petite faille, ça peut avoir un effet colossal. Et social, pour garder le côté ville et garder les relations humaines, que ce soit au cœur, je pense, de la ville, dans les échanges et dans l'évolution des villes, que ce soit beaucoup plus connecté, social, tout ça. Merci. Pour l'instant, il n'y a pas de mots qui sont retrouvent. Ils sont communs. Moi, c'est Miguel. Le premier mot, c'est futur, parce qu'on passera forcément par là pour demain, pour nos enfants, etc. Il va falloir prendre un grand virage de toute façon, donc je pense que ça passe par là. Le deuxième, c'est complémentarité, parce que l'un des enjeux, c'est qu'à mon avis, des acteurs n'avaient pas forcément tous les mêmes objectifs aujourd'hui, et qu'on va passer par une complémentarité de tous ces acteurs-là. Et le troisième point, c'est sécurité, parce que c'est ce qui va faire peur aux gens, je pense, pour faire les évolutions, c'est que tout soit sécure, effectivement, ça rejoint aussi son point de tabac. C'est cool. Émilie, donc en fait ça rejoint beaucoup ce qui a déjà été dit. La flexibilité, tout ce qui est adaptation, enfin flexibilité ça va être souple, ça va être bien, c'est intéressant. Par contre, j'ai mis aussi l'adaptation, personnes âgées, enfin est-ce que ces gens-là, ils vont être, comment ils vont percevoir la nouveauté? Et puis la notion de risque, c'est si ça tombe en panne, comme tu l'as dit, ça risque de poser pas mal de problèmes. Merci. C'est Camille. J'ai mis pratique, confort, parce que j'attends la Smart City qui me permet d'aller plus vite d'un point A à un point B, donc il y a toute la notion de fluidité, de bouchon, etc. Intrusif, j'ai pas bien envie qu'on sache où je suis, quand, comment, pourquoi, donc j'ai juste un doute par rapport à ça, c'est un peu un downside. Et puis informer, parce que j'attends de la Smart City qu'elle me dise où il se passe quoi, pour pouvoir tirer le meilleur de la ville culturellement parlant, notamment en termes de sport, d'endroits à voir. Merci. Élodie. Du coup, j'ai mis possible, enfin, du moins le champ des possibles, puisque ça avait un peu bousculé toutes les règles qu'il peut y avoir jusqu'ici. Donc à la fois, il y avait beaucoup de choses de possibles, mais ça nous met aussi devant une certaine responsabilité et devant des choix à faire. Curiosité, donc c'est plus par rapport à la session d'aujourd'hui, et se dire que ça éveille des nouvelles choses, et voilà, c'est intéressant, on a envie d'en savoir plus. Et collaboration, donc ça rejoint un peu tout ce qui a été dit, de se dire que forcément, ça peut être quelque chose que de collaboratif entre le citoyen, l'entreprise, les gouvernances existantes, et que du coup, ça va passer par des partenariats. Merci. Stan. J'ai mis qualité de vie, dans l'idée de tous les services que ça peut apporter, dans les transports, dans le travail, une souplesse, un mix pro-perso, avec une souplesse des usages que ça peut apporter. J'ai mis Big Brother, donc plutôt côté crainte, collecte, ça passe probablement impérativement par une collecte de données assez massive, et donc qui gère et qu'est-ce qu'on en fait et quel contrôle on peut avoir dessus. Et vie virtuelle, qui est aussi plutôt un côté crainte, d'avoir tous ces services qui sont interconnectés, etc., et qui font un peu perdre les relations humaines. Je ne sais plus qui c'est qui a cité ça aussi. Le côté perte de lien humain, social, que ça peut apporter. Christian. Donc, le premier point, ça serait j'attends de l'agilité, c'est-à-dire avoir des réponses qui sont des services avec des réponses qui soient pas immédiates mais qui soient fiables en fait. Interactive, donc effectivement toujours dans la même idée qu'on puisse avoir des réponses rapides, c'est-à-dire
pas besoin d'avoir des temps de réponse qui correspondent bien après aux besoins de service. Et surtout la partie humaine, c'est-à-dire de mettre l'humain au centre de la ville, c'est-à-dire qu'on ait réellement tous ces besoins qui soient rattachés, mais qui soient liés à l'humain, et pas forcément à quelque chose qui est déshumanisé, comme on peut le voir dans certains cas. Merci, merci. Alors, Jean-François, le premier mot c'est la réponse A. Donc les trois mots que j'ai mis, c'est mobilité, donc sur la partie gestion des déplacements et des déplacements propres, bien entendu. Penser à l'aspect humain, on l'a dit plusieurs fois aussi, et dans la partie relation humaine, parce que être derrière un écran, derrière un truc, un smartphone, on ne se parle plus. Et le dernier point, c'est que la technologie doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Donc on doit utiliser la technologie pour nous servir à nous. Parfait. Merci. Donc Omer, la première chose que j'ai mis c'est le temps, donc ça peut être, du coup certes ça va être un gain de temps pour nous, mais vu qu'on va gagner du temps, est-ce qu'on va pouvoir consacrer plus de temps pour nous-mêmes ou bien au contraire ce temps va être utilisé, on n'aura peut-être plus la notion, la valeur du temps. Et la deuxième chose c'est l'adaptation, ça sera vraiment une ville, ça sera plus nous, enfin, on va plus s'adapter à la ville mais c'est plutôt la ville qui va s'adapter à nous. Et la troisième chose, j'ai vu que c'était un risque, un danger et une peur, donc c'est quelque chose qui englobe tout. Le risque, c'est que, comme disait Stanislas, c'est vraiment l'effet Big Brother, où vont ces données pour être, enfin, ce qu'ils vont faire avec, à quoi ça va servir. Le danger, c'est que finalement, toutes les générations ne puissent pas s'adapter à cette connectivité. On peut voir même à l'heure actuelle, lorsqu'il faut faire les données sur Internet ou quelque chose comme ça, personne de 50 ans, enfin 60 ans, voire plus. Il va regarder le salaud. Il a tapé. Et du coup, la peur, oui, moi ça me fait peur parce que je me dis une ville connectée, c'est. Étant fan de voiture, c'est qu'on ne pourra plus se déplacer en voiture dans la ville. Et puis même, c'est comme je disais, ça reprend un peu les mêmes concepts. On ne pourra plus communiquer avec les personnes face à face, ça sera vraiment tout connecté. Même là, on peut le voir dans les trams, dans les bus, que c'est mieux sur son téléphone. Alors, moi, ça me fait peur, perso. Voilà. Merci. C'est que ça fait jeune. Mais 60 divisé par tout le monde. Du coup, moi c'est Chloé, du coup j'ai mis les LTT, tout ce qui est aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai mis innovation, donc innovation tant côté technique que côté usage, parce qu'il y a plein de nouveaux usages qui sont mis en place par ta ville intelligente. Et partage donc de services et d'informations entre les individus. Merci. Moi c'est Olga et j'ai mis comme le premier mot c'est écologie. Je veux que c'est donc future ville soit écologique et que tout le monde trouve sa place, que la vie soit saine, etc. Donc confort, c'est le confort d'usage, la mobilité, je sais pas, avoir ton médecin rapidement, etc. Et donc bien sûr aussi les problèmes de sécurité, que donc, dans les villes, tout c'est connecté, intelligent, il n'y a plus de problèmes de sécurité, que tout le monde puisse avoir l'esprit libre et donc il n'y a pas de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans les quartiers un peu sensibles. Merci. Merci bien. Et enfin, je crois. Non. Michel, puisque j'ai 60 ans. Ça risque de durer toute la matinée. On ne fera pas d'atelier pour déclarer vos impôts, désolé. En ligne ou pas? T'as toute la déclaration de revenus en ligne ou pas? Ah mais moi je suis connecté. Donc il y a deux choses que j'ai notées. La déshumanisation et l'exclusion. L'exclusion. Voilà, parce que... plus de 70 ans. On repousse la ligne. Non mais de toute façon, ce que tu as dit est tout à fait vrai. L'accès
à l'informatique, au numérique aujourd'hui, c'est déjà pas simple, comment ce sera demain, quoi. Et aujourd'hui, on voit déjà aussi le décalage déjà entre d'un pays à un autre, d'une grande ville à une autre. Donc pour moi, les challenges, ils sont là, parce que la technologie, il y a des solutions, ça viendra, elle se mettra en place. En fait, c'est parti, on n'arrêtera plus ça. Mais par contre, il faut que l'homme il se retrouve et il vive au mieux de tout ça. Et l'idéal, c'est de pouvoir limiter l'exclusion. On les a déjà aujourd'hui, on le voit bien hein, tous les jours avec ce qu'il y a avec les gens qui veulent changer de zone géographique pour vivre au mieux. Les challenges, ils sont là pour moi, ils ne sont pas technologiques. Voilà. Parfait, merci. Merci à tous sur le table. D'ailleurs, c'est vrai qu'il a tous ensemble, il réfléchit. Je vais garder cette image de moins clé. Nous, on va le faire, mais c'est ça permet de... Il y a quand même des tendances qui reviennent. Même si les mots-clés, je trouve que c'est... Souvent, d'ailleurs, on ne sent pas les mêmes. Je pensais qu'on aurait plus de mots-clés communs. Mais quand même, il y a des tendances qui ressortent quand même assez communément. Une sur la qualité, une sur le risque, la sécurité, l'écologie, et sur l'humain. Je vous remercie d'avoir un peu d'opinion, c'était très intéressant. C'est vrai qu'il y avait pas mal de notions qui sont explorées, qui sont propres en fait au développement des villes, donc c'était vraiment intéressant. Pour la suite, ce qu'on vous propose, du coup, ça va être de travailler sur des problématiques, donc des problématiques de développement des villes. Et déjà, on va avoir un premier atelier où on va travailler ensemble sur bien comprendre cette problématique, bien partager la même vision dessus. Et un deuxième atelier où on va imaginer des services pour répondre à cette problématique dans la ville demain en 2030. Ça va être un petit peu ça le jeu. Donc sur les problématiques, on en a prévu 4. Vous allez en choisir 2 par vote. Vous imaginez comment on va voter, hein. Par vote, on a prévu 4, et du coup, les 2 premières constitueront les 2 sujets des ateliers, après vous vous positionnerez dans celle avec laquelle vous avez plus d'affinité. En espérant que vous allez vous Il y en a certaines, par rapport au mots-clés, j'ai un bon feeling sur certaines. Après, je sais pas. Par rapport au post-it. Voilà, par rapport au post-it, j'ai un bon feeling sur certaines. C'est pas orienté. Donc là, il n'y a pas de mauvaise réponse, vous l'avez compris. Là, c'est un vote. Vous ne pouvez pas copier son voisin, parce que les cartes ne sont pas les mêmes. Donc le A d'un côté et pas le A de l'autre. Alors la ville de demain, c'est le thème. Parmi les problématiques suivantes, laquelle souhaitez-vous traiter dans les ateliers? Donc la première, c'est comment réduire la congestion urbaine. La seconde, c'est comment maîtriser les dépenses énergétiques de la ville. La troisième, c'est comment rendre les villes plus inclusives. Plus inclusives, on entend ça, la cohésion sociale, accessible à tous. Et la quatrième, c'est comment répondre aux besoins des territoires ruraux et périurbains. Les territoires à la périphérie des villes, mais à proximité des villes. Première chose, est-ce que pour tout le monde c'est clair les problématiques? Ok. On vous laisse pas de temps en fait. C'est parti. Personne, c'est bon. Il y a un suspense énorme parce que si on aboutit à 4, and the winner. Bravo. Allez, du coup, comment rendre la ville plus inclusive? Ça sera le sujet de l'atelier 1. Et deuxième, comment répondre aux besoins des territoires ruraux et périurbains, le sujet de l'atelier 2. Donc ça veut dire, on va faire 2 équipes. Ça veut dire par contre que ceux qui ont voté vous allez devoir être... devront se répartir dans les ateliers C et D. Si possible, vous êtes 4, essayez de faire 2-2. Alors, je vous laisse réfléchir un peu. Non, il y a beaucoup d'enjeux, attention. Allez, alors, pendant que vous réfléchissez, moi je vais prendre l'atelier C, comment rendre la ville plus inclusive. Donc les personnes qui veulent travailler sur la ville inclusive, on sera dans cette salle.
Et ceux qui veulent prendre l'atelier D, comment répondre aux besoins des territoires ruraux et périurbains, viendront avec moi dans le petit, dans la voile, c'est un vertical dans la voile qui est à côté là.